Je sais ce que vous vous dites. Vous êtes venus pour écouter des sommités, des ingénieurs, des chercheurs, des grands directeurs du service public. Et vous vous retrouvez à avoir payé votre place pour m'écouter, moi, Paul, 20 ans, avec comme maigre description, étudiant à l'école centrale de Nantes. C'est là que je me rapproche du thème You may say I'm a dreamer, excusez mon accent, et que je me dis, n'est-ce pas lorsque nous sommes jeunes que nous sommes le plus rêveurs? N'est-ce pas lorsque notre tête est vide d'expérience que celle-ci est à même d'être remplie par les rêves? Je ne sais pas, en tout cas c'est à moi de vous le prouver. Commençons. Je m'appelle donc Paul, j'ai 20 ans, ça vous le savez déjà. Comme tous les jeunes de mon âge, je vais en cours, je fais du sport et parfois je regarde le JT. J'ai entendu parler de Calais, de la jungle. Je me suis renseigné, l'image que j'en avais c'était 3 plans furtifs pris par un camarade de France 2 entre l'actu politique et la météo. Faut croire que c'était déjà assez pour éveiller ma curiosité. Comme tous les jeunes de mon âge, je mes potes, avec justement cette amie, Lénie, on se racontait nos vacances qu'on allait faire. Elle partait à Calais pour faire de l'aide humanitaire dans 2 semaines. On peut faire ça, nous, à notre âge? Et voilà, c'était le déclic. Comme quelques jeunes de mon âge, nous voilà donc embarqués pour l'aide humanitaire en France, à Calais, au beau milieu de l'été. J'avais donc envie de vous parler, cette semaine, à la fois magnifique et enrichissante, mais aussi teintée d'un parfum d'horreur et de désespoir. C'est ce lieu, la jungle, qui a fait naître tous les fantasmes, tous les clichés dont vous avez, comme tous les gens de vos âges, sans doute entendu parler. Et la journée que je m'apprête à vous raconter est justement un condensé de cette semaine où tous mes clichés, et où je l'espère tous vos clichés, ont été démontés. Quand on arrive à Calais, il est donc 9h, et on ne peut pas s'approcher de la jungle en voiture. Les covoiturages entre bénévoles s'arrêtent donc juste ici, rue des Mouettes. C'est à l'entrée d'une zone industrielle. On doit donc la traverser, cette zone industrielle. Il fait froid, c'est venté, et tu appréhendes toujours. Tu appréhendes toujours comme le premier jour, car tu ne sais pas si la personne que tu as vue hier, à qui tu as serré la main, sera encore là le lendemain, et si elle n'est plus là, tu ne sauras pas pourquoi. Alors tu te changes un peu les idées, tu discutes avec les bénévoles. En général, ce sont des jeunes, des étudiants, des vieux, des retraités. Il y a aussi des instits et des bénéficiaires du RSA. Je ne crois pas vous avoir dit qui il y avait dans la jungle. C'est pas facile, ça bouge tout le temps. Il y a des Afghans, des Soudanais, quelques Éthiopiens et quelques Tchadiens. Les Syriens, Libyens ou Irakiens ont vu leur demande d'asile plus rapidement acceptée et ne sont plus forcément là. Ce sont des jeunes, des hommes, mais enfin, à 18 ans, ils font déjà 2 fois plus vieux que moi, après tout ce qu'ils ont traversé. Il y a aussi quelques familles. Les gens plus âgés sont des gens riches dans leur pays, des gens notables, des diplômés, car il faut de l'argent pour payer les passeurs. Cela change déjà un peu les a priori. Ce sont des artisans, des médecins, des professeurs, des commerçants. Et le défi est là, les intégrer tous en tant que tels. Donc, il est à peu près 9h, avec tous ces gens qui sont donc, comme moi, ici par hasard. Ce ne sont pas des Bernard Kouchner ou des Che Guevara en herbe, ils sont là par hasard. On arrive, on passe juste sur l'autoroute ici, et on se donne rendez-vous là. On doit se répartir les tâches. Ce matin, je vais aller à l'école. Alors, parce que oui, il y a une école. Il y a aussi des églises, il y a aussi des mosquées, il y a aussi un hammam, c'est une vraie petite ville. Alors, il faut remonter jusqu'à l'école. Elle est située dans la partie sud de la jungle, juste ici. Alors, on doit remonter la rue commerçante, parce que même ici, il y a une rue commerçante. On passe acheter des clopes, c'est 1€ les titubés pour les fumeurs. En fait, Coca Zéro, kéfier, chaussures, tu peux tout trouver ici. En fait, c'est triste, mais il y a plus de commerce que dans mon petit village en Bretagne. Alors, il faut remonter à l'école, on passe par cette partie sud qui a été démantelée au printemps. En fait, on traverse une lande. La nature a vraiment repris ses droits. Parce que c'est ça la jungle aussi, c'est la menace, sans cesse et toujours, du démantèlement, qui se rapproche.
Comment continuer? Quand tu ne sais pas si l'endroit où tu vis existera encore demain, comment continuer quand tu ne sais pas si l'endroit où tu dors sera encore debout demain? La vie est dure ici. C'est ça, la réalité de la jungle. Alors on passe entre un terrain de foot, on longe l'église éthiopienne, on passe quelques points d'eau, puis on arrive à l'école. Il est donc 10 heures. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Des bénévoles font apprendre le français de tous les jours, dans la rue, pour les papiers, pour les démarches administratives. On apprend à compter, l'alphabet, à lire, à écrire. On passe le portail, Ahmed et Samy, deux Soudanais, sont au fond là-bas, à une table. Il y a une chaise vide, c'est pour moi. Ce qui m'a marqué la première fois, c'est leur attention. Je n'ai jamais vu des types aussi déterminés, aussi concentrés. Dans les cours que je annonce, les étudiants sont studieux, ça va. Mais eux, ils voulaient tout apprendre, tout ingurgiter, jusqu'à la dernière goutte. Je ne sais pas si toi, ou toi, vous m'écoutez encore, mais eux là-bas, c'était des morts de faim. Ils voulaient tout savoir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une nouvelle situation. Ils sont en France, par hasard aussi. Ils cherchent un endroit de paix pour recommencer une autre vie. Ils veulent s'intégrer au plus vite et le mieux possible. Tenez, Malek, on a croisé après notre partie de foot. En 3 semaines, il connaissait déjà plus de conjugaisons du verbe avoir que moi. Je viens de parler de foot. Oui, on joue au foot. Presque tous les soirs. En fait, une journée dans la jungle, c'est pas très loin d'une journée d'étudiant nantais. Tu te lèves, tu vas en cours, tu rentres chez toi, tu vas acheter quelques bières, tu vas jouer au foot, tu glandes un peu, tu vois tes potes, et puis tu vas te coucher. En fait, ces gens sont purement et simplement comme nous. 2 heures plus tard, et donc midi, le cours se termine, Ahmed s'en va, il doit appeler sa famille au Soudan du Sud. Il a sans doute acheté sa carte de crédit téléphonique international à Momo, qui tient l'échoppe juste derrière le restaurant du lac. Il doit appeler sa famille, qui est restée dans cette ville, dans cette banlieue de ville de Soudan du Sud, pays qu'il a quitté pour fuir les milices et autres exactions d'une dictature sanguinaire. C'est ça la réalité de la jungle aussi. Ce sont des gens qui sont séparés de leur famille, qui ont tout quitté, dans l'espoir de trouver une autre vie, pour vivre, pour trouver un autre avenir, mais qui préféraient bien sûr vivre chez eux. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai parlé de restaurant. Et donc il est 13h et on doit chercher un restaurant pour manger. En fait, il y a beaucoup de restaurants dans la jungle, afghans pour la plupart. C'est d'ailleurs les Afghans qui tiennent la plupart des commerces de cette rue, qui tiennent aussi les habitations en bois. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés en premier. Et cela crée des tensions, justement. Des tensions entre les ethnies, des règlements de compte, des affrontements. Parce que c'est ça aussi la jungle, c'est la recherche de la meilleure place. Toujours la recherche de la meilleure place. On remonte donc jusqu'au restaurant et on passe devant le food truck qui distribue les repas de la Belgium Kitchen. Les réfugiés sont vraiment mis en randonnion comme ça, à la queue leu. Il faut savoir que les étudiants nantais dans la queue du rue, c'est des sauvages à côté. On doit chercher un restaurant donc. On va aller à celui qui est juste un peu plus loin là-bas, à 100 mètres au fond de la rue. Le restaurateur est afghan, donc il aime bien t'offrir un thé, te parler de l'islam, te questionner sur la jungle et sur ce que tu peux y voir, sur ce que tu peux en penser. Il aime bien les Français, en fait il nous voit nous, qui viennent l'aider, donc il n'est pas aigri, il nous aime plus ou moins tous bien, donc il vous aime bien aussi. Il y a donc une histoire lui aussi. En fait il était restaurateur aussi en Afghanistan. Son restaurant a brûlé, il a donc fui, sans doute les talibans, il a fui pour sauver sa peau. Il ne vient pas là, comme j'entends à droite ou à gauche, pour voler du travail. Il vient là pour sauver sa peau. Bon, alors on se pose, c'est 4 ou 5 euros les assiettes de viande ou de légumes. Le thé, il me semble c'est 50 centimes. On se pose sur les nattes, on enlève nos chaussures, on fait la sieste, on se repose, et puis on part pour l'après. Il est donc 14h, on se retrouve entre bénévoles, avec une équipe d'amis, on va aller ramasser des déchets. En fait, c'est l'activité principale dans la jungle. Il faut toujours laver, encore et toujours plus, parce que l'insalubrité est un fléau, pour l'hygiène et pour les maladies. Alors on quitte le terrain afghan, qui est plutôt là, pour entrer en territoire soudanais, juste ici. Vous voyez juste entre le dortoir de 1500 places pour les demandeurs d'asile et le centre Jules Ferry, qui est là. Ah oui, ce centre.
fait, c'est un centre aéré désaffecté qui sert maintenant à l'aide humanitaire. Il y a 10 000 repas à peu près distribués par jour. Il y a aussi les ONG, il y a aussi le Women's Center. Dans ce dernier lieu, je n'ai pas le droit de rentrer, je ne suis pas une femme. Les femmes donc s'y font chouchouter toute la journée avec leurs enfants. Je pense qu'elles y passent de beaux moments, qui les dénotent un peu du quotidien, beaucoup plus triste. Bon, revenons à nos déchets. Ça, c'est 30 minutes de travail. En fait, il faut remplir le plus de sacs poubelles possible. C'est un jeu presque. Mais par contre, on ne fait pas très sélectif. Les bouteilles en verre, les déchets alimentaires et les rats morts vont tous dans le même sac. Alors, il est 16h, 2 heures plus tard. On va faire une pause, parce qu'on fait toujours des pauses, hein, comme à l'école. C'est un groupe de Soudanais qui stoppe sa partie de cartes pour nous inviter à boire un thé. Alors, on les connaît maintenant, parce que ça arrive tout le temps, ce genre d'invitation. Et il faut les accepter. C'est ça aussi, la rencontre, le partage de culture. On est leur premier lien, peut-être en France, et c'est par là que ça commence, l'intégration. Celui qui propose du thé est juste là, c'est un chercheur en physique. Il adorait nous dessiner des schémas sur le sable, des équations. Il me parlait souvent de l'équation E égale mc2, je ne sais pas pourquoi, je ne comprenais pas très bien le soudanais. Et il a une histoire, lui aussi. En fait, il a fui le Soudan du Sud. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de cette dictature sanguinaire il y a 2 minutes. Sa femme et sa fille se sont fait assassiner par les mêmes milices. Sa femme a fermé les yeux dans ses bras. Donc c'est des gens qui fuient la guerre, les massacres, Daesh. Ils ne sont pas là pour le plaisir. Il m'a dit un jour, et c'est sans doute la plus belle leçon que j'ai apprise là-bas, Paul, je ne dois pas être déprimé toute la journée, je ne peux pas rester renfrogné dans mon coin. Il faut toujours continuer à sourire, à chanter, à avancer. Je crois que là, pour un rêveur, on est dans le thème. Vous entendez la force après tout ce qu'il avait vécu, après cette traversée? Avancer, sourire. Vous pouvez la noter. Voilà, on continue à chanter, on essaie de partager nos chansons, on boit notre thé, et on repart pour les déchets. Ça, c'est un peu plus de travail. On fait quelques cours de français, on boit d'autres thés. Il est 18h, c'est la fin de la journée. Enfin, la fin de la journée. On passe à la boulangerie afghane, c'est 1 € les 3 nanes pour les intéresser. Et puis on va jouer au foot. Oui, en fait, on joue au foot, c'est juste derrière la prairie là-bas, il y a des terrains de foot. C'est facile, hein, une équipe enlève son t-shirt, l'autre la garde, et puis c'est parti. Il y avait 2-3 gars qui étaient vraiment forts. Qui sait, il y a peut-être les futurs Zidane, Platini ou Raymond Kopa. Alors il est donc 19h, on passe devant l'école, on sort de la jungle, mais notre journée à nous n'est pas terminée. À 20h, on doit être à Grande-Synthe. C'est juste à 20 minutes en voiture, en banlieue de Dunkerque. Je crois que je ne vous en ai pas encore parlé de Grande-Synthe. C'est un camp de réfugiés kurdes, mais un vrai. C'est un camp de réfugiés qui répond aux normes du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. En fait, c'est un camp avec des routes goudronnées comme celle-ci. Les familles ont des shelters en bois, avec une prise électrique. Les toilettes sont plus propres qu'à la fac. Il y a aussi cette tente thé où tu peux te poser toute la journée, boire quelques gâteaux et discuter avec qui tu veux. Alors, ok, c'est pas très humain, mais c'est déjà un exemple. Voilà ce que Damien Carène, ce monsieur-là, a fait avec un courage énorme et une volonté et une bienveillance sans limite. En fait, c'est tout le contraire de la commune de Calais. Il a fallu expliquer aux citoyens, travailler avec les associations et les ONG qui financent et s'occupent du camp. Comme quoi, un accueil décent est possible. On y va donc en stop à Grande-Synthe. Alors c'est pas facile, hein, parce que on reçoit plus de doigts d'honneur que de sourires. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui s'arrêtent. C'est une Anglaise qui nous y dépose, parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui sont bénévoles à Calais. On arrive donc à Grande-Synthe. Il est 20h, on arrive dans le camp. On est là pour une perme laverie. Oui, il y a une laverie dans ce camp. Il y a aussi des cuisines. En fait, de 20h à 23h, la laverie du camp ferme et nous, on est là, enfermés à l'intérieur, et on lave des couvertures et des vêtements pour les remettre et pour les nouveaux arrivants. Alors, on est enfermés et on discute avec nos amis par la fenêtre, parce que c'est ça aussi un camp de réfugiés. La nuit, c'est opaque. On ne sait pas ce qui s'y passe. Il y a 2 jours, il y a eu une fusillade. Un mort. Il y a 3 semaines, il y a une petite fille qui a été violée. Et quand je suis parti, elle luttait encore pour sa survie. C'est ça un camp de réfugiés.
La journée, on se bat ensemble, tous ensemble, pour survivre. Mais la nuit, certains se battent les uns contre les autres. C'est une réalité, je pense qu'il faut en parler. Il y a des mafias qui sont mises en place dans le camp par les placeurs. Et celles-ci décident de tout. Qui habite où, qui travaille où, comment. Et on ne peut rien y faire. En fait, au final, je crois que c'est la première forme d'organisation qui se crée quand une communauté s'installe. On sort donc à 23h, je croise mon pote Farir, il nous propose une cigarette. Je croise aussi César, qui est la star du camp. Il traite une bénévole de bolos, il a dû apprendre cette expression aujourd'hui. Il parle aussi bien français que nous, ça fait 2 mois qu'il était là. Donc je suis Farir, il a son sac à dos, son manteau en cuir. Moi je rentre en fait boire une bière et dormir. Lui, il part pour essayer de passer en Angleterre. En fait, chaque nuit, il y a entre 0 et 30 personnes qui arrivent à passer de l'autre côté. Voilà ce que c'est une journée dans la jungle. En arrivant dans ce lieu, tu as des clichés. Forcément, tu as des clichés. Tu penses que ces gens ne sont pas comme toi, ou plus comme toi. Certains voient ces personnes comme des sauvages, comme des voleurs, comme une vague de personnes venues nous envahir. Ou au mieux, comme dans la main-d'œuvre, basse qualité. Ce que j'aimerais que vous reteniez de ces mots que j'ai essayé de vous dire, c'est que ces gens sont à la fois simples ou complexes, ils ont le même caractère que vos amis. Avant de réussir cette traversée terrible, commencée à cause de faits souvent horribles, ils ont les mêmes journées que vous et moi. Ils ont eu la même envie de réussir que vous et moi. Toutes ces actions que je vous ai présentées ont aidé ou aident toujours à faire survivre ces gens un temps. Et toutes nos actions doivent maintenant faire sortir ces gens du simple stade de la survie. Toutes nos actions doivent les aider à faire partie intégrante de notre société, à recommencer une vie normale. Ma victoire sera qu'un jour une personne dans cette salle se mobilise sur un autre camp, comme celui de la Chapelle à Paris. Ma victoire sera qu'un jour une personne dans cette salle donne des cours de français dans sa ville à des réfugiés, car oui, c'est possible. Ma victoire sera que quelqu'un ici donne quelques vêtements ou aide à remplir quelques papiers. Ma victoire sera que le bouche à oreille qui m'a conduit par hasard à Calais continue, pour que toujours et encore plus de personnes aient ce déclic. Pour que ces personnes s'intègrent, qu'ils recommencent une autre vie, certes, mais une vie qui leur convient et qui leur plaît. Parce que c'est ça, l'intégration. Ce que j'ai vécu m'a apporté au moins une source de bonheur. C'est celle que la vie continue. Une communauté s'était construite, avec ses avantages et ses inconvénients. Une ville s'était construite et s'est déconstruite. Des liens s'étaient faits et se sont défaits. Des gens s'étaient adaptés ou non. Même dans nos pires cauchemars, la vie continue. Et comme disait Martin Luther King, les ténèbres ne peuvent combattre les ténèbres, seule la lumière le peut.